Je vais essayer de lire un peu mieux que la dernière fois parce que ma partie 5 était quand même, j'ai bien accroché les mots. Donc là, on va essayer de se remettre donc dedans. Et, euh, et voilà, donc chapitre 6, on est toujours dans la partie 1. Donc, George Orwell. Winston écrivait dans son journal. Il y a de cela 3 ans, c'était par un sombre après-midi, dans une étroite rue de traverse, près de l'une des grandes gares de chemin de fer. Elle était debout, près d'un porche, sous un réverbère qui éclairait à peine. Elle avait un visage jeune, recouvert d'une épaisse couche de fard. C'est en réalité le fard qui m'attire, sa blancheur analogue à celle d'un masque et le rouge éclatant des lèvres. Les femmes du parti ne fardent jamais leur visage. Il n'y avait personne d'autre dans la rue, pas de télécran. Elle dit 2 $, je. Il était pour l'instant trop difficile de continuer. Winston ferma les yeux et les pressa de ses doigts pour essayer d'en expurger le tableau qui s'obstinait à revenir. Il sentait le désir, presque irrésistible, de proférer à tue-tête un chapelet d'injures ou de se cogner la tête contre le mur, ou de donner des coups de pied à la table et de lancer l'encrier par la fenêtre, de faire n'importe quoi de violent, de bruyant ou de douloureux, qui pourrait brouiller et effacer le souvenir qui le tourmentait. Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n'importe quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelques symptômes visibles. Il pensa à un homme qu'il avait croisé dans la rue il y avait quelques semaines. Un homme d'aspect tout à fait quelconque, un membre du parti, de 35 ans ou 40 ans, assez grand, mince, qui portait une serviette. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Le côté gauche du visage de l'homme fut soudain tordu par une sorte de spasme. Cela se produisit encore juste quand ils se croisaient. Ce n'était qu'une crispation, un frémissement, aussi rapide que le déclic d'un obturateur de caméra, mais visiblement habituel. Winston se souvint d'avoir pensé à ce moment. Ce pauvre diable est perdu. L'effrayant était que ce tic était peut-être inconscient. Le danger le plus grand était celui de parler en dormant. Mais autant que pouvait le savoir Winston, il n'y avait aucun moyen de se garantir contre ce danger-là. Il reprit son souffle et continua à écrire. Je la suivis à travers le porche et une cour intérieure jusqu'à une cuisine en sous-sol. Il y avait un lit contre le mur et sur la table une lampe dont la flamme était très basse. Elle. Les dents de Winston étaient glacées. Il aurait aimé cracher. En même temps qu'à la femme du sous-sol, il pensait à Catherine, sa femme. Il était marié, ou tout au moins, s'était marié. Il était probablement encore marié, car, pour autant qu'il le sût, sa femme n'était pas morte. Il lui sembla respirer encore la chaude odeur lourde de la cuisine du sous-sol. Une odeur composée de punaises, de vêtements sales, de mauvais parfums à bon marché. Mais pourtant attirante, parce que les femmes du parti ne se servaient jamais de parfums et on ne pouvait les imaginer parfumées. Seuls les prolétaires se servaient de parfums. Dans son esprit, l'odeur était inextricablement mêlée à l'idée de fornication. Son aventure avec cette femme avait été son premier écart après 2 ans environ. Fréquenter les prostituées était naturellement défendu. Mais c'était une de ces règles qu'on pouvait parfois prendre sur soi de transgresser. C'était dangereux, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Être pris avec une prostituée pouvait signifier 50 travaux forcés, pas plus, si l'on n'avait commis aucune autre offense. Et c'était assez facile, pourvu qu'on pût éviter d'être pris sur le fait. Les quartiers pauvres fourmillaient de femmes prêtes à se vendre. Quelques-unes pouvaient même être achetées avec une bouteille de gin, liquide que les prolétaires étaient censés ne pas boire. Tacitement, le parti était même enclin à encourager la prostitution pour laisser une soupape aux instincts qui ne pouvaient être entièrement refoulés. La simple débauche n'avait pas beaucoup d'importance, aussi longtemps qu'elle était furtive et sans joie, et n'engageait que les femmes d'une classe méprisée et déshéritée. Le crime impardonnable était le contact sexuel entre membres du parti. Mais bien que ce fût l'un des crimes que les accusés confessaient
invariablement lors des grandes épurations, il était difficile d'imaginer qu'un tel contact pourrait survenir actuellement. Le but du parti n'était pas simplement d'empêcher les hommes et les femmes de se vouer une fidélité qu'il pourrait être difficile de contrôler. Son but inavoué, mais réel, était d'enlever tout plaisir à l'acte sexuel. Ce n'était pas tellement l'amour, mais l'érotisme qui était l'ennemi, que ce fût dans le mariage ou hors du mariage. Tous les mariages entre membres du parti devaient être approuvés par un comité appointé, et bien que le principe n'eût jamais été clairement établi, la permission était toujours refusée quand les membres du couple en question donnaient l'impression d'être physiquement attirés l'un vers l'autre. La seule fin du mariage qui fut admise était de faire naître des enfants pour le service du parti. Le commerce sexuel devait être considéré comme une opération sans importance, légèrement dégoûtante, comme de prendre un lavement. Cela non plus n'avait jamais été exprimé franchement, mais d'une manière indirecte, on le rabâchait dès l'enfance à tous les membres du parti. Il y avait même des organisations comme celle de la Ligue anti-sexe des juniors, qui plaidait en faveur du célibat pour les deux sexes. Tous les enfants devaient être procréés par insémination artificielle, Artsem en novlangue, et élevés dans des institutions publiques. Winston savait que ce n'était pas avancé tout à fait sérieusement, mais ce genre de concept s'accordait avec l'idéologie générale du parti. Le parti essayait de tuer l'instinct sexuel, ou s'il ne pouvait le tuer, de le dénaturer et de le salir. Winston ne savait pas pourquoi il en était ainsi, mais il semblait naturel qu'il en fût ainsi, et en ce qui concernait les femmes, les efforts du parti étaient largement couronnés de succès. Il pensa de nouveau à Catherine. Il devait y avoir 9, 10 ou peut-être 11 ans qu'ils s'étaient séparés. Qu'il pensât si peu à elle, c'était tout de même curieux. Il était capable d'oublier pendant des jours qu'ils n'avaient jamais été mariés. Ils étaient restés ensemble environ 15 mois seulement. Le parti ne permettait pas le divorce, mais il encourageait plutôt les séparations lorsqu'il n'y avait pas d'enfants. Catherine était une fille grande, blonde, très droite, aux gestes magnifiques. Elle avait un visage hardi, aquilin, un visage que l'on aurait pu qualifier de noble si l'on ne découvrait que derrière ce visage, il n'y avait à peu près rien. Tout au début de leur vie conjugale, il avait décidé, mais peut-être était-ce seulement parce qu'il la connaissait plus intimement, qu'elle avait sans contredit l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire, le plus vide qu'il eût jamais rencontré. Elle n'avait pas une idée dans la tête qui ne fût un slogan, et il n'y avait aucune imbécilité, absolument aucune, qu'elle ne fût capable d'avaler si le parti la lui suggérait. Il la surnomma mentalement l'enregistrement sonore. Cependant, il aurait supporté de vivre avec elle s'il n'y avait eu précisément le sexe. Dès qu'il la touchait, elle semblait reculer et se raidir. L'embrasser était comme embrasser une image de bois articulé. Ce qui était étrange, c'est que même quand elle semblait le serrer contre elle, il avait l'impression qu'elle le repoussait, en même temps de toutes ses forces. C'était la rigidité de ses muscles qui produisait cette impression. Elle restait étendue, les yeux fermés, sans résister ni coopérer, mais en se soumettant. C'était extrêmement embarrassant, et après quelque temps horrible. Même alors, il aurait supporté pourtant de vivre avec elle, s'il avait été entendu qu'il y avait entre eux une séparation de corps. Mais assez curieusement, c'est Catherine qui avait refusé. Il devait, disait-elle, donner naissance à un enfant, s'il le pouvait. La performance continua donc une fois par semaine régulièrement. Elle avait même l'habitude, chaque fois que ce n'était pas impossible, de la lui rappeler le matin, comme une chose qui devait être faite le soir et qu'on ne devait pas oublier. Elle avait 2 phrases pour désigner cela. L'une était « fabriquer un bébé » et l'autre « notre devoir envers le parti ». Oui, elle avait réellement employé cette phrase. Il se mit très vite à éprouver un véritable sentiment de frayeur chaque fois que le jour fixé revenait. Heureusement, aucun enfant n'apparut et à la fin elle accepta de renoncer à essayer. Bientôt après, ils se séparaient.
Winston soupira sans bruit. Il reprit sa plume et écrivit. Elle se jeta sur le lit, et tout de suite, sans aucune sorte de préliminaire, de la façon la plus grossière et la plus horrible que l'on puisse imaginer, elle releva sa jupe. Là, je reprends le texte normal. Là, c'est quand il écrit sur son journal. Là, il raconte un peu l'histoire avec la prostituée, et après, il revient sur sa vie. Il se vit là, debout, dans la lumière obscure, avec dans les narines l'odeur des punaises et du parfum à bon marché, et dans le cœur un sentiment de défaite et de rancune, qui même alors était mêlé au souvenir du corps blanc de Catherine, figé à jamais par le pouvoir hypnotique du parti. Pourquoi devait-il toujours en être ainsi? Pourquoi ne pouvait-il avoir une femme à lui et non, à des années d'intervalle, ces immondes mégères? Mais une réelle aventure d'amour était un événement presque inimaginable. Les femmes du parti étaient toutes semblables. La chasteté était aussi profondément enracinée chez elles que la fidélité au parti. Le sentiment naturel leur avait été arraché par des conditions de vie spéciales, appliquées très tôt, par des jeux et par l'eau froide, par les absurdités qu'on leur cornait aux oreilles à l'école, chez les espions, à la Ligue de la jeunesse, par des lectures, des parades, des chansons, des slogans, de la musique martiale. Sa raison lui disait qu'il devait y avoir des exceptions, mais son cœur n'en croyait rien. Elles étaient toutes imprenables, telles que le parti entendait qu'elles fussent, et ce qu'il désirait plus encore que d'être aimé, c'était une seule fois dans sa vie abattre ce mur de la vertu. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. Éveiller les sens de Catherine, bien qu'elle fût sa femme, eût été, s'il avait pu y parvenir, comme une violation. Mais le reste de son histoire valait d'être écrit. Il continua. Je tournais le bouton de la lampe quand je la vis en pleine lumière. Après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il avait pu voir la femme distinctement. Il s'était avancé d'un pas vers elle, puis s'était arrêté, plein de convoitise et de terreur. Il était douloureusement conscient du risque qu'il courait en venant là. Il était parfaitement possible que les policiers le cueillent à la sortie. À bien y penser, ils étaient peut-être en ce moment en train de l'attendre de l'autre côté de la porte. S'il s'en allait, sans même faire ce qu'il était venu faire. Il devait l'écrire, il devait le confesser, ce qu'il avait soudain vu à la lumière de la lampe, c'est que la femme était vieille. Son visage était plâtré d'une telle épaisseur de fard qu'il semblait pouvoir craquer comme un masque de carton. Il y avait des raies blanches dans sa chevelure, mais le détail vraiment horrible est que sa bouche, qui s'était un peu ouverte, ne révélait qu'une noirceur caverneuse. Elle n'avait pas de dents du tout. Winston écrivit rapidement d'une écriture griffonnée. À la lumière, je vis qu'elle était tout à fait une vieille femme, de 50 ans au moins. Mais j'allais de l'avant et le fis tout de même. Il pressa de nouveau ses paupières de ses doigts. Il l'avait enfin écrit, mais cela ne changeait rien. La thérapeutique n'avait pas agi. Le besoin de crier des mots sales à tue-tête était aussi violent que jamais. Alors là, c'est la fin du chapitre 6. Et je vais enchaîner, je pense, sur le chapitre 7. Voilà. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires, car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti ne pouvait être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, ne possédaient aucun moyen de se grouper ou même de se reconnaître les uns les autres. Si même la légendaire fraternité existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent se rassembler en nombre supérieur à 2 ou 3. La rébellion chez eux, c'était un regard des yeux, une inflexion de voix,
au plus un mot chuchoté à l'occasion. Mais les prolétaires n'auraient pas besoin de conspirer. Si seulement ils pouvaient, d'une façon ou d'une autre, prendre conscience de leur propre force, ils n'avaient qu'à se dresser et se secouer comme un cheval qui s'ébroue pour chasser les mouches. S'ils le voulaient, ils pouvaient dès le lendemain souffler sur le parti et le mettre en pièces. Sûrement, tôt ou tard, il leur viendrait à l'idée de le faire. Et pourtant, il se souvint qu'une fois, alors qu'il descendait une rue bondée de gens, une effrayante clameur d'une centaine de voix, des voix de femmes, avait éclaté un peu plus loin dans une rue transversale. C'était un formidable cri de colère et de désespoir, un « Oh !» profond et retentissant, dont l'écho se prolongeait comme le son d'une cloche. Son cœur avait bondi. On a commencé, avait-il pensé, une émeute. À la fin, les prolétaires brisent leurs chaînes. Quand il arriva à l'endroit du vacarme, ce fut pour voir une cohue de 200 ou 300 femmes pressées autour des étals d'un marché en plein air. Elles avaient des visages aussi tragiques que si elles avaient été les passagers condamnés d'un bateau en train de sombrer. Mais à ce moment, le désespoir général se brisa en une multitude de querelles individuelles. Il apparut qu'à un des étals, on vendait des casseroles de fer-blanc. C'était une camelote misérable, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à obtenir. Le stock s'était brusquement épuisé. Les femmes qui avaient réussi à en avoir, poussées et bousculées par les autres, essayaient de se retirer avec leurs casseroles, tandis que les douzaines d'autres criaient autour de l'étal, accusaient le vendeur de favoritisme et prétendaient qu'il avait des casseroles en réserve quelque part. Il y eut une nouvelle explosion de glapissements. 2 femmes énormes, dont l'une avait les cheveux défaits, s'étaient emparées de la même casserole et essayaient de se l'arracher l'une l'autre des mains. Elles tirèrent violemment, toutes deux, un moment, puis le manche se détacha. Winston les regarda avec dégoût. Pourtant, quelle puissance presque effrayante avait un moment sonné dans ce cri jailli de quelques centaines de gosiers seulement. Comment se faisait-il qu'ils ne pouvaient jamais crier ainsi pour des raisons importantes? Winston écrivit. Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. Cela, pense-t-il, pourrait presque être une transcription de l'un des manuels du parti. Le parti prétendait, naturellement, avoir délivré les prolétaires de l'esclavage. Avant la Révolution, ils étaient hideusement opprimés par les capitalistes. Ils étaient affamés et fouettés. Les femmes étaient obligées de travailler dans des mines de charbon. Des femmes, d'ailleurs, travaillaient encore dans des mines de charbon. Les enfants étaient vendus aux usines à l'âge de 6 ans. Mais en même temps que ces déclarations, en vertu des principes de la double pensée, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels, qui devaient être tenus en état de dépendance, comme des animaux, par l'application de quelques règles simples. En réalité, on savait peu de choses des prolétaires. Il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Aussi longtemps qu'ils continueraient à travailler et à engendrer, leurs autres activités seraient sans importance. Laissés à eux-mêmes comme le bétail lâché dans les plaines de l'Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel, selon une sorte de canon ancestral. Ils naissaient, ils poussaient dans la rue, ils allaient au travail à partir de 12 ans, ils traversaient une brève période de beauté florissante et de désir, ils se mariaient à 20 ans, étaient en pleine maturité à 30 et mouraient pour la plupart à 60. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Quelques agents de la police de la pensée circulaient constamment parmi eux, répandaient de fausses rumeurs, notaient et éliminaient les quelques individus qui étaient susceptibles de devenir dangereux. On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif,
auxquels on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car il n'était pas soutenu par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnels et sans importance. Les maux plus grands échappaient invariablement à leur attention. La plupart des prolétaires n'avaient même pas de télécran chez eux. La police civile elle-même se mêlait très peu de leurs affaires. La criminalité à Londres était considérable. Il y avait tout un État dans l'État, fait de voleurs, de bandits, de prostituées, de marchands de drogue, de hors-la-loi de toutes sortes. Mais comme cela se passait entre prolétaires, cela n'avait aucune importance. Pour toutes les questions de morale, on leur permettait de suivre leur code ancestral. Le puritanisme sexuel du parti ne leur était pas imposé. L'inversion sexuelle n'était pas punie. Le divorce était autorisé. Entre parenthèses, la dévotion religieuse elle-même aurait été autorisée si les prolétaires avaient manifesté par le moindre signe qu'ils la désiraient ou en avaient besoin. Ils étaient au-dessous de toute suspicion. Comme l'exprimait le slogan du parti, les prolétaires et les animaux sont libres. Winston se baissa et gratta avec précaution son ulcère variqueux, qui commençait à le démanger. Ce à quoi on revenait invariablement était l'impossibilité de savoir ce qu'avait réellement été la vie avant la Révolution. Il prit dans son tiroir un exemplaire d'un manuel d'histoire à l'usage des enfants, qu'il avait emprunté à Madame Parson, et se mit à en copier un passage dans son journal. Le voici. Anciennement, avant la glorieuse Révolution, Londres n'était pas la superbe cité que nous connaissons aujourd'hui. C'était une ville sombre, sale, misérable, où presque personne n'avait suffisamment de nourriture, où des centaines et des milliers de pauvres gens n'avaient pas de chaussures aux pieds, ni même de toit sous lequel ils puissent dormir. Des enfants pas plus âgés que vous devaient travailler 12 heures par jour pour des maîtres cruels qui les fouettaient s'ils travaillaient trop lentement et ne les nourrissaient que de croûtes de pain rassis et d'eau. Au milieu de cette horrible pauvreté, il y avait de belles maisons, hautes et larges, où vivaient des hommes riches qui avaient pour les servir jusqu'à 30 domestiques. C'étaient des hommes gras et laids, au visage cruel, comme celui que vous voyez sur l'image de la page ci-contre. Vous pouvez voir qu'il est vêtu d'une longue veste noire, appelée redingote, et qu'il est coiffé d'un étrange chapeau luisant en forme de tuyau de poêle, qu'on appelait haute forme. C'était l'uniforme des capitalistes, et personne d'autre n'avait la permission de le porter. Les capitalistes possédaient tout, et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, le jeter en prison ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, saluer, enlever sa casquette et donner du Monseigneur. Le chef de tous les capitalistes s'appelait le roi etc., etc. Mais Winston savait le reste de l'énumération. On mentionnait les évêques et leurs manches de fine batiste, les juges dans leurs robes d'hermine, les piloris de toutes sortes, les moulins de discipline, le chat à 9 queues, le banquet du lord de mer, la coutume d'embrasser l'orteil du pape. Il y avait aussi ce qu'on appelait le droit de cuissage, qui n'était probablement pas mentionné dans un livre pour enfants. C'était la loi qui donnait aux capitalistes le droit de coucher avec n'importe laquelle des femmes qui travaillaient dans leurs usines. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Ce pouvait être vrai que le niveau humain fût plus élevé après qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire était la protestation silencieuse que l'on sentait dans la moelle de ses os. C'était le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles on vivait étaient intolérables, et qu'à une époque quelconque, elles devaient avoir été différentes. L'idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne était non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect nu, terne, soumis. La vie quand on regardait autour de soi
n'offrait aucune ressemblance, non seulement avec les mensonges qui s'écoulaient des télécrans, mais même avec l'idéal que le parti essayait de réaliser. D'importantes tranches de vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et en dehors de la politique. Peiner à des travaux ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées, mendier une tablette de saccharine, mettre de côté un bout de cigarette. L'idéal fixé par le parti était quelque chose d'énorme, de terrible, de rayonnant, un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui marchaient avec un ensemble parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, luttaient, triomphaient et persécutaient. C'étaient 300 millions d'êtres au visage semblable. La réalité montrait des cités délabrées et sales, où des gens sous-alimentés traînaient çà et là, des chaussures crevées dans des maisons du XIXe siècle rafistolées, qui sentaient toujours le chou et les cabinets sans confort. Winston avait de Londres la vision d'une cité vaste et en ruine, peuplée d'1 million de poubelles, et mêlé à cette vision, il voyait un portrait de Madame Parson, d'une femme au visage ridé et aux cheveux en mèche, farfouillant sans succès dans un tuyau de vidange bouché. Il se baissa et gratta encore son coup de pied. Tout au long du jour et de la nuit, les télécrans vous cassaient les oreilles, avec des statistiques qui prouvaient que les gens aujourd'hui avaient plus de nourriture, plus de vêtements, qu'ils avaient des maisons plus confortables, des distractions plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins d'heures, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, mieux élevés que les gens d'il y avait 50 ans. Pas un mot de ces statistiques ne pouvait jamais être prouvé ou réfuté. Le parti prétendait par exemple qu'aujourd'hui, 40% des prolétaires adultes savaient lire et écrire. Avant la Révolution, disait-on, leur nombre était seulement de 15%. Le parti clamait que le taux de mortalité infantile était maintenant de 160 pour 1000 seulement, tandis qu'avant la Révolution, il était de 300 pour 1000, et ainsi de tout. C'était comme si on avait une seule équation à deux inconnus. Il se pouvait fort bien que littéralement tous les mots des livres d'histoire, même ceux que l'on acceptait sans discussion, soient purement fantaisistes. Pour ce qu'on en savait, il se pouvait qu'il n'y eût jamais eu de loi telle que le droit de cuissage, ou de créature telle que le capitaliste, ou de chapeau tel que le haut de forme. Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était raturé, la rature oubliée, et le mensonge devenait vérité. Une seule fois, au cours de sa vie, après l'événement, c'est ce qui comptait, il avait possédé la preuve palpable, irréfutable, d'un acte de falsification. Il l'avait tenu entre ses doigts, au moins 30 secondes. Ce devait être en 1973. En tout cas, c'était à peu près à l'époque où Catherine et lui s'étaient séparés. Mais la date à considérer était antérieure de 7 ou 8 années. L'histoire commença en vérité vers 1965, à l'époque des grandes épurations par lesquelles les premiers meneurs de la Révolution furent balayés pour toujours. Vers 1970, il n'en restait aucun, sauf Big Brother lui-même. Tous les autres, à ce moment, avaient été démasqués comme traîtres et contre-révolutionnaires. Goldstein s'était enfui et se cachait, nul ne savait tout. Pour ce qui était des autres, quelques-uns avaient simplement disparu. Mais la plupart avaient été exécutés après de spectaculaires procès publics au cours desquels ils confessaient leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait 3 hommes nommés Jones, Aronson et Rutherford. Ce devait être en 1965 que ces 3-là avaient été arrêtés. Comme il arrivait souvent, ils avaient disparu pendant plus d'1 an, de sorte qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts. Puis soudain, on les avait ramenés à la lumière afin qu'ils s'accusent comme à l'ordinaire. Ils s'étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi. À cette date aussi, l'ennemi était l'Eurasia. Donc de détournement des fonds publics, de meurtre de divers membres fidèles au parti. Donc ils étaient accusés aussi d'intrigue contre la direction de Big Brother qui avait commencé longtemps avant la Révolution, d'actes de sabotage qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes,
Voilà. Après ces confessions, ils avaient été pardonnés, réintégrés dans le parti et nommés à des postes honorifiques qui étaient en fait des sinécures. Tous trois avaient écrit de longs et abjects articles dans le Times pour analyser les raisons de leur défection et promettre de s'amender. Quelque temps après leur libération, Winston les avait vus tous trois au café du Châtaignier. Il se rappelait cette sorte de fascination terrifiée qui l'avait incité à les regarder du coin de l'œil. C'étaient des hommes beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde, les dernières grandes figures peut-être des premiers jours héroïques du parti. Le prestige de la lutte clandestine et de la guerre civile s'attachait encore à eux dans une faible mesure. Winston avait l'impression, bien que déjà à cette époque les faits et les dates fussent confus, qu'il avait su leur nom bien des années avant celui de Big Brother. Mais ils étaient aussi des hors-la-loi, des ennemis, des intouchables, dont le destin inéluctable était la mort dans une année ou deux. Aucun de ceux qui étaient tombés une fois entre les mains de la police, de la pensée, n'avait jamais, en fin de compte, échappé. C'étaient des corps qui attendaient d'être renvoyés à leur tombe. Aux tables qui les entouraient, il n'y avait personne. Il n'était pas prudent d'être même seulement vu dans le voisinage de telles personnes. Ils étaient assis silencieux, devant des verres de gin parfumés au clou de girofle, qui était la spécialité du café. Des trois, c'était Rutherford qui avait le plus impressionné Winston. Rutherford avait à un moment, était un caricaturiste fameux dont les dessins cruels avaient aidé à enflammer l'opinion avant et après la Révolution. Maintenant encore, à de longs intervalles, ces caricatures paraissaient dans le Times. Ce n'étaient que des imitations de sa première manière. Elles étaient curieusement sans vie et peu convaincantes. Elles n'offraient qu'un rabâchage de thèmes anciens. Logement des quartiers sordides, enfants affamés, bataille des rues, capitalistes en haute forme. Même sur les barricades, les capitalistes semblaient encore s'attacher à leur haute forme. C'était un effort infini et sans espoir pour revenir au passé. Rutherford était un homme monstrueux, aux cheveux gris, graisseux, en crinière, au visage couturé, à la peau flasque, aux épaisses lèvres négroïdes. Il devait avoir été extrêmement fort. Mais son grand corps s'affaissait, s'inclinait, devenait bossu, s'éparpillait dans tous les sens. Il semblait s'effondrer sous les yeux des gens comme une montagne qui s'émiette. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y a personne. Winston ne pouvait maintenant se souvenir comment il avait pu se trouver au café à cette heure-là. L'endroit était presque vide. Une musique douce coulait lentement des télécrans. Les 3 hommes étaient assis dans leur coin, presque sans bouger et sans parler. Le garçon, sans attendre la commande, apporta des verres de gin frais. Il y avait à côté d'eux sur la table un jeu d'échecs dont les pièces étaient en place mais aucun jeu n'avait commencé. Il arriva alors un accident au télécran. Pendant peut-être une demi-minute, l'air qui se jouait changea et le ton de la musique aussi. Il y eut alors, mais c'était un son difficile à décrire, c'était une note spéciale syncopée dans laquelle entrait du braiement et du rire. Winston l'appela en lui-même une note jaune. Une voix ensuite chanta dans le télécran. Comment ils vont chanter? Sous le châtaignier qui s'étale, je vous ai vendu. Il repose là-bas, nous sommes étendus, sous le châtaignier qui s'étale. Les 3 hommes n'avaient pas bougé, mais quand Winston regarda le visage ravagé de Rutherford, il vit que ses yeux étaient pleins de larmes, et il remarqua pour la première fois, avec comme un frisson intérieur, mais sans savoir pourtant pourquoi il frissonnait, qu'Aronson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Un peu plus tard, tous trois furent arrêtés. Il apparut qu'ils s'étaient engagés dans de nouvelles conspirations dès l'instant de leur libération. À leur second procès, ils confessèrent encore leurs anciens crimes, ainsi que toute une suite de nouveaux. Ils furent exécutés et leur vie fut consignée dans les annales du parti pour servir d'avertissement à la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroulait une liasse de documents qui venait de tomber du tube pneumatique sur son bureau, quand il tomba sur un fragment de papier qui avait probablement été glissé parmi les autres puis oublié.
Il ne l'avait pas étalé que déjà, il avait vu ce qu'il signifiait. C'était une demi-page, déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Comme c'était la moitié supérieure de la page, elle portait la date. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aronson et Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leurs noms figuraient dans la légende au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. Ils avaient pris l'avion à un aérodrome secret du Canada pour aller à un rendez-vous quelque part en Sibérie. Là, ils avaient conféré avec des membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient confié d'importants secrets militaires. La date s'était fixée dans la mémoire de Winston, parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se trouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte. Même à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. C'était un fragment du passé aboli. C'était le fossile qui, découvert dans une couche de terrain où on ne croyait pas la trouver, détruit une théorie géologique. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi à lui faire sauter le parti et le réduire en poussière. Winston avait continué à travailler, sitôt qu'il avait vu ce qu'était la photographie et ce qu'elle signifiait. Il l'avait recouverte d'une autre feuille de papier. Heureusement, quand il l'avait déroulée, elle s'était trouvée à l'envers par rapport au télécran. Il posa son sous-main sur ses genoux et recula sa chaise pour se placer aussi loin que possible du télécran. Garder un visage impassible n'était pas difficile, et avec un effort, on peut contrôler jusqu'au rythme de sa respiration. Mais on ne peut maîtriser les battements de son cœur et le télécran était assez sensible pour les relever. Il laissa passer, autant qu'il put en juger, 10 minutes pendant lesquelles il fut tourmenté par la crainte qu'on ne le trahisse quelque accident. Un courant d'air inattendu, par exemple, qui soufflerait sur son bureau. Ensuite, sans la découvrir, il jeta la photographie avec d'autres vieux papiers dans le trou de mémoire. En moins d'1 minute peut-être, elle avait dû être réduite en cendres. L'incident avait eu lieu 10, 11 ans plus tôt. Aujourd'hui, probablement, Winston aurait gardé la photographie. Il était curieux que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts semblait constituer pour lui une différence. Même à cette heure où la photographie elle-même, aussi bien que l'événement qu'elle rappelait, n'était qu'un souvenir, l'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte? Je reprends parce que j'ai mal lu. Aujourd'hui, probablement, Winston aurait gardé la photographie. Il était curieux que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts semblait constituer pour lui une différence. Même à cette heure où la photographie elle-même, aussi bien que l'événement qu'elle rappelait, n'était qu'un souvenir. L'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte, se demanda-t-il, du fait qu'une pièce qui n'existait plus avait à un moment donné existé? Mais à l'heure actuelle, en supposant qu'elle eût pu être, d'une manière quelconque, ressuscitée de ses cendres, la photographie n'aurait même pas constitué une preuve. Au moment où Winston l'avait découverte, déjà l'Océania n'était plus en guerre contre l'Eurasia. Et il aurait fallu que ce fût en faveur des agents de l'Estasia que les 3 hommes trahissent leur pays. Depuis, il y avait eu d'autres changements. 2, 3, Winston ne pouvait se rappeler combien. Très probablement, les confessions avaient été écrites et réécrites encore, si bien que les faits et dates primitifs n'avaient plus la moindre signification. Le passé non seulement changeait, mais changeait continuellement. Ce qui affligeait le plus Winston, et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents,
mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit. Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi. Il se demanda, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou. Mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. L'horreur était ce qu'il pouvait, était qu'il se pouvait, qu'il se trompât. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiseurs le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5, et il faudrait le croire. Il était inéluctable que tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. L'hérésie des hérésies était le sens commun. Et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4, ou que la gravitation exerce une force, ou que le passé est immuable? Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans l'esprit, et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives, alors quoi? Mais non, de lui-même le courage de Winston se durcit. Le visage d'O'Brien, qu'aucune association d'idées évidentes n'avait évoqué, se présenta à son esprit. Il sut avec plus de certitude qu'auparavant qu'O'Brien était du même bord que lui. Il écrivait son journal pour O'Brien, à O'Brien. C'était comme une interminable lettre que personne ne lirait jamais, mais qui, adressée à une personne particulière, prendrait de ce fait sa couleur. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se trompait, et lui était dans le vrai. L'évidence, le sens commun, la vérité devaient être défendus. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe. Ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien, et aussi qu'il posait un important axiome, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. » Intéressant quand même là ce petit chapitre quand même. Hein. Quand on pense différemment, est-ce que c'est nous qui sommes fous ou alors voilà. Est-ce que la masse a raison? Est-ce que voilà, hein, plein de petites questions comme ça. Donc bonne journée tout le monde et voilà, à bientôt. J'arrête.